Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live startup sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir d'animer le live de Magia Diagnostic, qui est maintenant en collecte depuis 2 petites semaines. Alors, avant de commencer par la présentation qui sera faite par l'ensemble de l'équipe dirigeante de la société, un petit rappel sur les différentes étapes de ce live, sur le déroulé de ce live. Donc une fois la présentation terminée, je passerai la main à Sarah, Cédric, Paul et Mario qui se présenteront à tour de rôle. Ensuite, on passera à la phase de pitch. Donc là, je vous laisserai présenter, on partagera l'écran en support. Et au sein de cette présentation, il y aura une petite démonstration du lecteur développé par Magia. Et ensuite, on passera à la question que beaucoup attendent, c'est-à-dire la phase pardon, de questions-réponses. Donc là, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'assister au live, pour poser votre question, c'est très simple. Tout en bas de votre écran, vous avez une bulle QR. Donc il suffit de cliquer dessus, d'écrire votre question et de la valider. Et ensuite, je me chargerai de la poser aux dirigeants de Magia. Voilà, maintenant on peut passer à la présentation. Voilà, je vous laisse vous présenter à tour de rôle et ensuite je vous laisse partager l'écran pour la présentation. Merci Maxime pour cette présentation. Donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Paul. Je suis président de Magia. J'ai une formation d'ingénieur. J'ai travaillé en France, puis ensuite aux États-Unis. Et en 2015, j'ai rejoint l'équipe qui était initialement une équipe de chercheurs et doctorants de Magia pour plus être en charge des aspects, on va dire, positionnement et business développement de la plateforme qu'on était en train de développer. Bonjour, donc je suis Sarah Delchadi, je suis directrice R&D de Magia. J'ai fait un master spécialisé dans le diagnostic in vitro, suite à quoi j'ai fait une thèse sur le sujet Magia. Et en fait, j'ai développé la biologie et montré qu'on pouvait faire des tests immunologiques avec des nanoparticules magnétiques et des microaimants qui sont le principe de Magia. Cédric Brix, bonjour à tous. J'ai rejoint l'équipe en 2017 après un début de carrière dans la finance, plus exactement dans l'investissement dans les PME, donc dans le private equity pour utiliser un gros mot. Et je m'occupe chez Magia de toute la partie financière et effectivement aussi de la partie un peu opérationnelle, de couvrir l'ensemble des opérations. Voilà. Et moi, je suis Mario Fratzel, j'ai fait mes études en ingénierie mécanique et des procédés en Allemagne à Darmstadt et j'ai pu rejoindre l'équipe de recherche Magia à l'époque pour faire ma thèse sur le développement de la cartouche de Magia. Et depuis, je m'occupe notamment de tous les efforts d'industrialisation. Ok, merci à tous les quatre. Paul, je vous laisse partager votre écran et commencer la présentation. Alors, écoutez, encore une fois, bonjour à tous et puis merci d'être là. C'est un peu bizarre parce que je parle à un téléphone, je n'ai pas l'habitude. Je préfère les relations en direct, mais bon, Covid exige. À part nous, qui sommes à un peu moins de 1 mètre, on va essayer de gérer la relation à distance. Alors, en fait, je vais commencer par l'histoire de Magia. Magia, en fait, c'est un projet issu du CNRS qui est basé sur 15 ans de recherche et qui a démarré en gros en termes de valorisation, c'est-à-dire par une incubation à la Satlincium avec l'équipe que vous voyez ici, Sarah qui était en thèse, Mario également qui ont développé tous les aspects, qui aujourd'hui développent les aspects industriels, moi-même sur la partie développement commercial, plus une équipe de recherche autour. En 2017, ça y est, on a le concours iLab, on est lauréat, on a quelques ventes aussi à faire en termes de prestations de services. Et donc, du coup, on lance en juillet 2017 la startup Magia. Suite à ça, en fait, sur nos propres fonds, on développe la technologie, on fait une preuve de concept et on aboutit à un petit dispositif R&D
que je vous présenterai un peu plus tard, sur lequel on fait les preuves de concept sur l'hépatite B. Et on est lauréat de 2 concours de l'innovation, iNov, une partie sur la partie recherche et développement sur des parties bioprocédés, qui est un autre segment de marché dont on ne vous parlera pas aujourd'hui, et une autre sur notre cœur de métier qui est sur le dépistage des maladies infectieuses. Suite à ça aussi, on lève un 1er million d'euros auprès d'investisseurs du domaine de la santé principalement, et de notre propre réseau professionnel et personnel. À partir de ça, on développe petit à petit le dispositif Point of Care et on entame aujourd'hui la phase d'industrialisation pour lequel on a déjà obtenu aussi une autre grant de 400 kg € sur un concours régional. Voilà. Aujourd'hui, toute l'équipe ici est composée de 14 personnes et elle est mobilisée sur un seul objectif, c'est de développer, de sortir ce petit dispositif que vous voyez là, qui est un dispositif Point of Care et qui permet en fait de faire du dépistage de maladies infectieuses de manière syndromique. Alors, qu'est-ce que c'est que le Point of Care et pourquoi syndromique et pourquoi multiparamétrique? Aujourd'hui, en fait, le dispositif Point of Care, c'est en fait un dispositif qui permet de faire une analyse de manière rapide et ça va servir dans quantité d'applications, que ce soit dans le dépistage des maladies infectieuses, et là aujourd'hui, l'actualité plaide pour ça, justement, sur un dépistage délocalisé qui permet de tester plus rapidement et d'être plus accessible pour poser un diagnostic et limiter les pandémies, mais aussi dans le triage de patients dans les urgences ou encore dans ce qu'on va appeler toute la médecine personnalisée pour pouvoir orienter le patient vers un traitement. Concrètement, en fait, le diagnostic Point of Care, c'est véritablement le lien entre le traitement et l'outil de diagnostic. Et pourquoi multiparamétrique? Pourquoi syndromique? Eh bien parce que concrètement, quand vous allez voir un médecin et que vous présentez en fait un profil à risque ou que vous avez justement quelques symptômes que ce soit, on va non pas aller chercher à éliminer une maladie, mais on va aller en chercher en dépister plusieurs pour pouvoir éliminer certaines d'entre elles et, si possible, trouver la bonne dont vous souffrez. Et d'où l'intérêt en fait de pouvoir proposer quelque chose de multiparamétrique. Donc aujourd'hui, en fait, tout ça c'est disponible sur un petit dispositif qu'on a développé nous-mêmes, qui est composé d'un lecteur que vous voyez ici et d'une cartouche, et qui va permettre de réaliser 6 analyses en une quinzaine de minutes à partir de 50 microlitres de votre sang. Je précise que ces analyses, en fait, elles sont multiparamétriques, elles sont modulables, c'est-à-dire qu'elles sont réalisées indépendamment d'elles-mêmes et on peut pouvoir moduler les panels qu'on va appeler, c'est-à-dire la séquence d'analyse suivant en fait les besoins cliniques qu'il y a besoin. Le deuxième point fort, c'est que tout ceci en fait a été réalisé sur une technologie qui est immunomagnétique et qui permet de réaliser des ELISA, c'est-à-dire des tests immunologiques sans lavage. Et tout ça, ça va pouvoir permettre en fait de réduire les coûts du consommable et qui va permettre d'être compétitif par rapport aux tests bandelettes que vous connaissez, notamment les tests de grossesse ou encore les tests VIH. Et le dernier lieu, aujourd'hui, les tests bandelettes, c'est un résultat qui est complètement subjectif. Vous le lisez ici, c'est un résultat qui est complètement objectif, donc beaucoup plus robuste et qui va permettre d'être connecté en plus au système de management du patient. Et avant d'aller plus loin, je vais laisser Sarah en fait vous faire une petite démonstration d'usage de notre premier dispositif prototype. Donc, comment ça marche? À l'aide d'une aiguille, on va venir piquer le doigt du patient et prélever une goutte de sang. Donc, on pique le doigt, une goutte va se former, on va la récolter à l'aide d'une pipette comme ceci. Donc, c'est des très petits volumes, ça se prélève très facilement. Ensuite, ce petit volume de sang, on va venir le diluer dans une bouteille qui est ici. Donc, on dilue le sang et une fois que le sang est dans la bouteille, on peut remplir 1 ou 2 cartouches. Donc ça, c'est un des avantages, c'est vraiment qu'avec un petit volume de sang, on va pouvoir remplir 1, 2, voire à terme plusieurs cartouches. On mettra ensuite dans le lecteur et ensuite tout se passe dans le lecteur, la cartouche est analysée et puis en 15 minutes un résultat est rendu sur l'écran
un résultat qualitatif plus ou moins pour les différents paramètres qui auront été analysés. Je repartage mon écran et puis on poursuit là-dessus. On poursuit sur les. Donc en fait, l'aspect finalement gain en sensibilité, l'aspect coût et l'aspect modulaire nous ont conduit directement à nous positionner sur le marché des maladies infectieuses, clairement pour pouvoir à terme pouvoir proposer ça sur un marché véritablement à large volume. Avec un premier focus sur le VIH et les hépatites virales, et clairement qui représente un marché juste sur le point of care actuel d'environ 300 millions d'euros à l'échelle de la planète. Alors, pourquoi ce focus sur le VIH et les hépatites virales? Aujourd'hui, on développe ça pour un marché bien spécifique, qui sont les centres de dépistage européens et américains. Et il y a 4 points que je vais décrire dans cette présentation et que je veux que vous reteniez. Un, c'est que la problématique de ces clients, c'est clairement l'engorgement et comment rendre plus accessible aujourd'hui ce dépistage, car ça s'inscrit dans un plan d'éradication de l'OMS. La deuxième chose, c'est qu'il y a un positionnement aujourd'hui qui va être celui de test rapide d'orientation diagnostique, qu'on va appeler TROD, et qui, lui, permet de s'affranchir de certaines problématiques de remboursement inhérents au diagnostic biologique. Dans un premier temps, ça sera juste notre première étape pour montrer la preuve de concept technico-économique. Et puis, que le troisième point, c'est que c'est un marché aujourd'hui qui représente environ 10 millions de tests et qui représente un chiffre d'affaires potentiel total de 162 millions d'euros. Et la dernière chose, c'est que ce marché-là, en fait, ça va permettre de faire une preuve de concept et ça va permettre d'être mise à l'échelle sur l'ensemble des gammes IST qui représentent un marché en gros de 600 millions d'euros via justement le partenariat avec des laboratoires et qui sera aussi scalable à terme sur des pays émergents, notamment post-ramp-up industriel. Alors, le VIH et les hépatites virales, ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est un des focus qui a été un peu éludé avec la crise Covid, mais qui est tout autant d'actualité par l'OMS, puisqu'il y a un plan d'éradication qui vise d'ici 2030 de pouvoir avoir un diagnostic de 90% des personnes infectées. Aujourd'hui, il faut savoir que sur le VIH, en Europe, on est autour de 80%, 90% dans certains pays, mais pour les hépatites virales, on est en Europe, on est à 50% et dans le monde, on est plutôt entre 8 et 20%. La deuxième chose, c'est que l'objectif de dépister, c'est de pouvoir traiter plus, d'où notre slogan « Dépister plus pour traiter plus ». Et le traitement aujourd'hui, comme certains l'ont mentionné dans nos commentaires, est clairement, peut être clairement important suivant les pays. En Europe, c'est autour de 30 kg € le traitement pour l'hépatite C, par exemple, pour citer celui-là qui est le plus onéreux. Mais c'est aussi mais il y a aussi un traitement. Et du coup, en fait, il y a clairement une campagne qui est faite sur le dépistage, parce que si on ne dépiste pas, on ne peut pas traiter. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que pour les pharmas qui financent aujourd'hui le dépistage pour pouvoir, à terme, vendre leur traitement. Ça, c'est le deuxième point. Mais ces maladies-là, elles concernent pas toute la population, et vous l'avez compris, elles concernent surtout des populations à risque. Et ces populations à risque doivent être systématiquement dépistées. Par population à risque, on va comprendre certaines populations qui sont migrants et qui viennent des populations, par exemple, subsahariennes ou d'Asie, suivant leur orientation sexuelle ou aussi leur pratique en termes, par exemple, d'usage de drogue. Et cette population sont ciblées en fait par 2 structures que vont être soit des structures associatives de type ONG comme AIDS, Médecins sans frontières ou Médecins du monde, ou des centres de dépistage. Et globalement, ça représente à peu près ces 10 millions de dépistages dont je vous ai parlé à l'échelle occidentale, on va dire, pour ne garder que ça. Et ça représente à peu près un marché de 162 millions d'euros sur un marché total qui est de l'ordre de 140 millions de dépistages et qui représente plutôt 2,5 milliards d'euros pour le VIH et le VHC et le VHB, qui va être en grande partie
prescrits par des médecins généralistes, des médecins spécialistes ou des obstétriciens pour le dépistage des femmes enceintes. Et clairement, nous, notre contribution, elle va être au niveau de ces centres de dépistage et des ONG, c'est ce que je vais vous détailler, sur l'aide à des parcours de soins beaucoup plus simples, la promotion de dépistage hors les murs et clairement un désengorgement de ces dépistages. Alors, je vais vous expliquer un tout petit peu plus en détail pourquoi. Aujourd'hui, ces centres de dépistage, ils font appel à un laboratoire d'analyse et clairement, il y a ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand vous avez envie d'aller vous faire dépister dans ces centres, parce qu'ils proposent en fait un dépistage anonyme, vous arrivez en salle d'attente, vous attendez 2 à 4 heures, donc clairement vous posez au minimum une demi-journée. Et si vous arrivez à peu près après 9h, 9h30, il va falloir revenir une deuxième fois parce que la salle d'attente sera complète. À l'issue de cette phase d'attente, en fait, vous allez être pris en consultation par un médecin ou par une infirmière ou un infirmier. Et là, on va évaluer votre profil à risque. À l'issue duquel, on va vous proposer un dépistage. On va vous faire une prise de sang et on va l'envoyer au laboratoire. En envoyant ça au laboratoire, on vous fixe d'emblée un rendez-vous au bout de 7 jours sur lequel on va vous annoncer en face à face, qu'il soit positif ou négatif, votre résultat. Clairement parce qu'on n'annonce pas un résultat sur le VIH ou une hépatite virale comme on annonce une taux de glycémie. Et si c'est positif, dans ce cas-là, le patient sera invité soit à revenir en centre de dépistage pour une confirmation du diagnostic et à voir un spécialiste, soit un hépatologue, soit un infectiologue. Chez Magia, l'objectif, en fait, c'est de supprimer cette deuxième consultation pour pouvoir avoir un rendu de résultat. Pourquoi? Parce que cette deuxième consultation, elle a 2 problèmes. C'est qu'un, elle prend du temps, et du temps qui pourrait être consacré à un deuxième dépistage. Et 2, en fait, il y a un taux de non-rendu qui est d'autant plus important que la personne est à risque de vouloir d'être dépistée, et notamment pour les populations les plus vulnérables. Donc clairement, l'idée et l'ambition en fait, de Magia, c'est de pouvoir annoncer dans le cadre de la consultation de dépistage le résultat. Ce qui va avoir pour effet de libérer une consultation pour du dépistage et de limiter le taux de perdu de vue. Alors, à Magia, on a passé un certain temps et l'équipe tout entière a essayé de sonder et de tester l'offre. On l'a fait sur des KOL, puis ensuite on l'a fait sur des personnes qui étaient du domaine, typiquement des ONG et des centres de dépistage en France, mais pas que, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, et chez qui en fait l'ensemble de l'équipe de Magia est venu tester l'offre et pour véritablement comprendre quels étaient les enjeux de dépistage et quels étaient les enjeux du point de vue usage. À partir de là, on a testé cette offre auprès d'une vingtaine de personnes, designé auprès d'une vingtaine de personnes, on l'a testé auprès d'une vingtaine de personnes, ce qui fait à peu près 40 personnes en tout. Et on a testé ça lors de la dernière conférence de la SFLS l'année dernière, qui est la Société de lutte contre le sida, et auquel on a reçu un retour plutôt positif. Et voilà l'offre en fait. L'offre, globalement, elle se décompose en 2 étapes. Une partie j'essaye Magia et puis une partie en engagement. Elle est composée donc du coup d'une vente principalement qui est basée sur du consommable, qui va être le test VIH-VHC qui va permettre une détection précoce du VIH plus une détection sérologique de l'anticorps de l'hépatite C. Et si vous n'êtes pas vacciné, un dépistage complémentaire qui consiste à orienter la personne vers un vaccin ou vers un traitement contre l'hépatite B. Et ces 2 cartouches sont en gros autour de 15 €. À partir de là, il y a un lecteur. Ce lecteur, il va être en location pour la période d'essai et pour la période d'engagement, il va être soit en vente, soit une mise à disposition contre un engagement en termes de volume. Donc clairement, en fait, on va se positionner sur une vente qui est principalement du consommable, à l'instar du TROD, et une économie par rapport au laboratoire, et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, si je prends par exemple le cas de la France, vous avez en fait le CGID est facturé par le laboratoire au prix de remboursement de la sécurité sociale, et puis plus ou moins avec une petite ristourne suivant en fait
certains CGID et suivant leur volume. On est autour de 15 € le paramètre en France. Sur des TROD qui vont permettre une analyse beaucoup plus rapide, mais paradoxalement qui vont donner juste une orientation au diagnostic, on est plutôt sur 5 € le paramètre. À Magia, on va se positionner aussi sur 5 € le paramètre, ce qui veut dire qu'en gros, on est sur 15 € la cartouche par rapport à une prix d'une sérologie qui est autour de 15 €. Globalement, ça veut dire que pour le VIH-VHC, vous avez 2 sérologies pour le prix d'une. Pour le VHB, vous avez globalement 3 sérologies pour le prix d'une. Et clairement, ça va permettre, en économisant une consultation et en économisant du budget, ça va permettre de pouvoir allouer avec le même budget, faire plus de dépistage chez Magia. Par rapport à ceux qui font des tests bandelettes, on s'est positionné sur un même tarif qui est autour de 5 € le paramètre, donc 15 € la cartouche. Et clairement, ces bandelettes, le principal problème qu'il y a, c'est qu'elles sont incapables aujourd'hui de faire des tests multiplexés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vouliez faire plusieurs tests dans une même consultation, il faudrait que vous fassiez plusieurs piqûres au bout du doigt, plusieurs temps d'incubation, plusieurs temps de lecture. Ce qui veut dire que la personne qui s'attend à communiquer avec vous, comme moi ici aujourd'hui je le fais à distance, là, elle ne le pourrait pas parce que ça serait basé surtout sur des manipulations là-dessus. Donc clairement, ce qu'on va ici apporter, c'est un gain en termes d'usage. Le marché, comme je vous l'ai dit, c'est à peu près 10 millions de tests. Ça représente 162 millions d'euros. C'est en croissance qui va atteindre d'ici 2028 à peu près 200 millions d'euros et sur lequel on vise une prise de marché d'à peu près 68 millions d'euros. C'est pour ça en fait qu'on a ciblé le marché et pour avoir un taux de pénétration relativement important sur ce VIH, VHC, VHB, uniquement sur ces centres de dépistage. Mais clairement, il y a d'autres opportunités qui vont dépendre des segments, que ce soit les pharmacies, parce qu'aujourd'hui, elles proposent des tests streptocoques et les tests VIH, VHC sont en cours d'étude chez les pharmacies, que ce soit sur les maisons de santé, dans des antennes de laboratoire ou encore dans les urgences médicales. Alors maintenant, laissez-moi concrètement vous expliquer quel est notre plan d'action. Donc, suite à la première levée de fonds en 2018, on a développé le prototype, on est en fin de phase R&D ici, et c'est là où on va chercher, en fait, on a un besoin de 3,5 millions d'euros qui vont être alloués à l'industrialisation, dont s'occupent Mario et Cédric, aux aspects cliniques, pour une faisabilité plus une étude de performance qui seront suivies de la validation clinique, et enfin la certification marquage CE. Et tout ça, en gros, représente un besoin de 3,5 millions d'euros, dont on a déjà sécurisé, enfin aujourd'hui on peut le dire, c'est 3 millions d'euros, dont 1,3 million d'euros en equity, l'AG et vendredi, et 1,7 million d'euros sur nos partenaires, grâce à nos partenaires bancaires, BPI, plus les banques historiques. Donc, en résumé, globalement, aujourd'hui, on va positionner la bécane comme un test rapide d'orientation diagnostique à destination des centres de dépistage. Ça représente un marché de 162 millions d'euros. On y ajoutera la syphilis. Et à terme, l'objectif, c'est de pouvoir le présenter non plus en lien avec les laboratoires, comme un outil de biologie délocalisée, cette fois-ci, point of care, qui va permettre d'aller viser et de compléter la gamme sur des tests gono, CLAM et des charges virales, parce que notre dispositif est compatible avec les aspects moléculaires, plus le développement d'autres panels respiratoires, cardiovasculaires et sepsis. Et puis, l'ambition de Magia, c'est vraiment de le mettre beaucoup plus accessible et d'aller chercher à pouvoir proposer d'autres lieux de dépistage en US et en UE, qui représentent par exemple juste là 1,4 million d'euros basés sur, en lien avec la téléconsultation qui se développe particulièrement rapidement, par exemple. Voilà, donc j'ai fini ma présentation. On sera plus qu'heureux de répondre à vos questions. Je vais laisser la parole à Maxime qui va... Oui. Merci Paul pour cette présentation très complète. Je vous laisse. Alors, je vais vous couper, je vais vous arrêter le partage écran. Hop. Donc maintenant, on va passer à la phase de questions-réponses. Alors, avant de vous poser les premières questions, un petit rappel.
Voilà, pour poser les questions, c'est depuis l'onglet Q&R qui se situe en bas de votre écran. Voilà, donc vous cliquez dessus, vous tapez votre question et ensuite je me chargerai de la poser aux dirigeantes de Magia. Alors, on va commencer avec les questions. Alors, on en a déjà qui sont en attente. Alors, une question. Avez-vous prévu des recrutements sur les prochains mois? Tu veux répondre, Je Cédric? réponds, ok. Oui, on a prévu des recrutements, donc on est en développement. Donc depuis le début de la création, on recrute régulièrement. On est parti de 0, on est 14. Et là, effectivement, il y a un plan de recrutement sur. On faisait passer des entretiens cet après-midi sur un poste et on a un planning de recrutement, je pense, une personne par trimestre à peu près. Si je moyennise un peu nos perspectives, ça doit être ça, à peu près. Voilà, on avec une perspective à une vingtaine de personnes d'ici la fin de l'année prochaine. Ok. Est-ce que vous pouvez... Ouais. Les profils, ouais, je vais préciser les profils. Donc, effectivement, là, on passe, comme l'a dit Paul, ça, on rentre dans une phase où on a plus la partie industrialisation et clinique. Donc, du coup, on a des profils qui sont moins teintés recherche et un peu plus teintés industriels. Donc là, typiquement, c'est des postes d'industrialisation. Il va y avoir des gens sur la partie production, la partie contrôle qualité aussi, parce que nous, on a déjà une personne en affaires réglementaires, parce que, comme vous l'avez compris, on est évidemment dans un domaine très réglementé. On a déjà une personne, mais il va y avoir des choses à mettre en place au niveau notamment contrôle qualité. Donc, c'est vrai que l'essentiel des prochains recrutements vont être sur la partie industrielle, contrôle qualité et clinique. Et puis, on rajoutera à un moment donné, et probablement assez rapidement en 2021, aussi une partie commerciale pour aider Paul sur la partie business dev, en fait. Voilà. Ok, merci Cédric. Alors, on va enchaîner avec une autre question. Je vous la lis. Comment a été construite la solution au niveau commercial? C'est-à-dire, est-ce que vous avez rencontré des spécialistes, des professionnels pour mettre au point la technologie que vous présentez à ce jour? Alors, donc du coup, comme je l'avais expliqué, on est donc à partir du moment où on a fait le choix en fait sur les maladies infectieuses, on a d'abord fait le choix du VIH et des hépatites virales, et ça c'était basé sur une vingtaine d'entretiens avec des KOL en France et dans le monde. C'est là où les gens nous ont dit si vous avez 3 analyses dans le domaine des infectieux à faire, faites le VIH, le VHC, le VHV. À partir de là, on avait une idée de test. Par contre, il fallait qu'on teste la proposition de valeur, qu'on cible un segment parce qu'il était hors de question qu'on aille viser le monde tout de suite. Donc, on a fait le choix de cibler pour l'instant l'Europe avec un marquage CE, puis l'US. Et là, on est allé cibler les centres de dépistage. On a fait une vingtaine d'entretiens dans des centres de dépistage en France et en Europe. Et puis ensuite, on a validé la proposition commerciale auprès d'une vingtaine d'autres contacts dans le cadre d'une conférence. Voilà. Okay. Juste rajouter qu'on a souhaité intégrer ça assez tôt, alors qu'on était encore en phase de conception et développement, pour pouvoir, notamment sur le design du lecteur, sur l'interface et sur la connectivité, commencer à intégrer les besoins des utilisateurs et pas juste développer une techno. Une jolie techno dans nos labos, mais quelque chose qui soit vraiment utile et utilisable et utilisé par les opérateurs en fait. Voilà, sur l'usage aussi, ça nous a permis vraiment de prendre en compte l'usage de ces centres et de pouvoir tout de suite développer un produit qui leur correspond. Exactement. Ok, merci à tous les trois. On va enchaîner avec une autre question, une question de Michel. Pourriez-vous montrer de plus près votre lecteur? Alors, je ne sais pas si on va faire le test. On débranche ça ou on approche ça? On approche le lecteur. Oui. En fait, Alors, Cédric ou... Là, je peux... Toi, tu filmes, Cédric, ou pas? Je ne sais pas si je peux me mettre en vidéo. Je vais essayer de me mettre en vidéo. Ça va pas être beau à voir tout de suite. Hein. Essaye. Attention. Est-ce que vous le voyez là? Vous voyez là ou pas?
Ok, mais là on voit bien, je vous laisse se présenter. Donc voilà, ça c'est le menu principal. Donc les actions possibles, c'est donc d'analyser un nouveau patient qu'on pourra identifier ici même. Et puis, en fait, donc après, on fera la manip que je vous ai montré tout à l'heure. Je peux remontrer peut-être de plus près, qui est donc de piquer le bout du doigt, de prélever la goutte de sang avec cette petite pipette ici. Voilà. Donc c'est vraiment très simple et c'est indolore. Et puis ensuite, donc on a ces petites bouteilles qui seront, donc tout sera vendu bien sûr ensemble. La petite bouteille, elle contient déjà un liquide. Donc la pipette qui contient le sang, on n'aura plus qu'à l'injecter dans cette bouteille. Et ensuite, donc très simplement, ça c'est la cartouche. C'est une cartouche qui est ici cartouche hépatite B. On va pouvoir venir remplir à l'aide de la bouteille qui est munie d'un bouchon compte-gouttes. Et puis ensuite, on met la cartouche dans le lecteur. On peut lancer le test. Et puis, donc sinon, une fois que les résultats sont obtenus, on peut les exporter. Enfin, c'est-à-dire qu'à la fin, on les aura sur l'écran, mais on a aussi la possibilité de les exporter sur un ordinateur. Voilà. Et voilà, en gros, le lecteur tel qu'il est. Donc là, les options, quand on fait un nouveau patient, c'est de choisir si on fait une ou deux cartouches. Et donc, si on choisit, si le patient est à risque d'avoir l'hépatite B, on peut ne lui faire que la cartouche hépatite B. Si le patient est à risque d'avoir plusieurs maladies à la fois, on peut faire hépatite B, HIV, HCV. Voilà, ça permet vraiment, en fonction du profil du patient, de choisir quel test on lui fera. Ok. Alors on avait un commentaire de Dominique qui disait qu'il n'y voyait pas grand-chose. Est-ce que sur la fin, vous avez... Voilà, je demande aux Wicidars qui sont en direct, est-ce que vous avez pu voir le lecteur? Sinon, on le remontre. Voilà, j'attends vos réponses. Alors peut-être en attendant, hop, on va passer à la prochaine question. Ok, donc apparemment vous avez vu à la fin. Ok, voilà. Si jamais il faut remontrer un détail, n'hésitez pas à le dire et on le remontrera d'ici la fin. Alors, ok, non, apparemment c'est bon, on a pu voir. Ok, ok, merci pour vos retours. Donc on va enchaîner avec les questions. Euh, donc là, Paul, vous nous avez présenté la roadmap sur les prochaines années. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus en détail la stratégie d'industrialisation du produit? Pas moi qui vais vous la présenter, mais je pense que je vais laisser Mario la présenter. Donc, nous avons donc deux axes à mettre en production. D'un côté, nous avons le lecteur et de l'autre côté, nous avons la cartouche. Le lecteur est essentiellement composé d'électronique et d'optique. Nous avons donc fait le choix stratégique de ne pas le faire en interne parce qu'il y a des boîtes qui sont spécialisées dans le domaine. Par contre, la cartouche est là où nous avons mis le plus grand effort de développement à l'intérieur. Et en plus, il y a aussi dans la cartouche quelques points essentiels, notamment en propriété intellectuelle, que nous voulons garder activement en interne. Donc, pour l'instant, dans la salle derrière nous, nous sommes en train de monter un atelier de production en salle blanche pour assembler cette cartouche qui sera assemblée à partir de plusieurs pièces faites à façon pour nous et des pièces commerciales, ainsi que des réactifs biochimiques développés par l'équipe de Sarah qu'on pourra intégrer à l'intérieur et ensuite packager pour en obtenir à la fin le sachet avec tous les composants que Sarah vous avait présentés avant. La ligne de production sera une ligne en unités séparées, tout simplement pour être plus modulable, mais aussi pouvoir croître plus facilement en trouvant les bottlenecks éventuels et arriver à faire une production à l'horizon de 2022 d'1 million, d'1,5 million de pièces par an. Ok, merci Mario. On va poursuivre avec les questions. Une question de Michel. Est-ce que votre lecteur est actuellement en test chez certains laboratoires ou potentiels clients? Et si c'est le cas, voilà, il n'y a pas forcément besoin de citer le laboratoire si
s'il doit rester confidentiel. Mais voilà, je vous laisse répondre. Donc en fait, à l'origine, avant d'avoir ce prototype qui est vraiment dédié à des analyses point of care, donc portable et à partir d'une goutte de sang, on avait développé un produit intermédiaire qui permettait de faire des analyses immunologiques rapides avec des outils de laboratoire. Donc j'entends pipette, enfin tout ce qui est utilisé dans un laboratoire de biologie. Et en fait, on s'était rendu compte qu'effectivement, ce produit-là pouvait avoir un intérêt parce qu'il permet de faire des tests qui sont faits aujourd'hui en recherche ou dans le domaine du vaccin, qui sont faits en une journée, voire quelques jours. Et ben là, avec Magia, un rendu de résultats en 15 à 20 minutes. Donc là-dessus, on a travaillé avec plusieurs partenaires et aujourd'hui, on a un lecteur qui est utilisé dans un de ces laboratoires depuis quelques mois. C'est un laboratoire, un producteur de vaccins. Et on a aussi un lecteur qui est utilisé chez un de nos partenaires académiques à Grenoble pour développer des tests aussi rapides là-dessus. Voilà. J'ajoute qu'on n'a pas pour l'instant, là c'est des phases pilotes en fait de tests sur ce premier lecteur R&D. C'est un segment qu'on a choisi de ne pas pour l'instant pousser. Clairement parce qu'on voulait déjà savoir ce qu'on avait. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a des résultats qui commencent à être probants dans ce laboratoire pharmaceutique. Donc on attend de voir vérifier et d'optimiser les derniers résultats en lien avec lui et potentiellement on poursuivra en fait cette aventure avec d'autres clients. Il y en a déjà il y a un certain nombre de devis qui sont en cours de discussion pour d'autres projets. Ok, merci à tous les deux. On va revenir sur un point, Paul, dans votre présentation. Vous avez parlé de la levée de fonds en cours de 3,5 millions avec des bonnes nouvelles à nous annoncer. Donc, ce qui était une augmentation de capital et de la dette bancaire plus BPI, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça? Je vais laisser la parole à Cédric. Oui, donc effectivement, je pense que pour les WISeeders qui ont lu la documentation, on a commencé à annoncer le fait qu'on était en discussion avec essentiellement nos actionnaires historiques pour qu'ils nous soutiennent dans cette deuxième levée de fonds. Donc, pour rappel, on avait fait une levée de fonds en 2018 d'1 million avec des investisseurs privés, pour certains du domaine de la santé. Et donc, on a réentamé les discussions avec eux. Et donc là, effectivement, comme Paul l'a dit, on peut confirmer, c'est en partie fait, en partie finalisé, totalement finalisé vendredi, sur une augmentation de capital de 1,3 million, qui est souscrite par les actionnaires historiques. Donc, une fois de plus, qui sont des actionnaires privés pour certains du domaine du médical. L'équipe remet de l'argent dans l'opération. Le capital s'ouvre à d'autres salariés en fait. Donc aujourd'hui, on va avoir les 2/3 des salariés qui sont en fait entre les fondateurs et les employés qui sont actionnaires de la société. Et puis quelques nouveaux investisseurs privés qui nous suivent et qui ont profité de ce tour-là pour rentrer au capital. Et donc effectivement, en plus de ces 1,3 million de capital, on a discuté depuis le début de l'année avec BPI France d'un côté et nos partenaires bancaires pour voir comment, sur la base de cette augmentation de capital, on pouvait avoir un effet de levier. Et donc, une fois de plus, j'allais dire, BPI France et les banques ont suivi dans ce domaine-là. Et donc, on a sécurisé 1,7 million avec eux. Voilà, donc effectivement, sur notre besoin de 3,5, on a déjà, on peut dire maintenant, réalisé les 3. Et donc, la collecte sur WISeed est le complément idéal en fait pour atteindre nos fameux 3,4, 3,5. Et c'est pour ça que l'objectif a été fixé à ce niveau-là. Alors, on s'y attendait, mais maintenant, on peut vous dire que une grande partie de l'objectif de financement est atteint. Et maintenant, on veut compléter avec votre participation. Voilà. Ok, et juste pour compléter, pour être transparent, donc nous, quand on présente des projets en collecte, on met en place certaines conditions suspensives, notamment de co-investissement ou autres.
qui interviennent généralement plutôt qui sont levés en fin de collecte ou même après. Et donc là, c'est vrai que ça intervient assez rapidement. Voilà, donc par rapport à d'autres dossiers, là, la levée de fonds est quasiment bouclée au début de la phase de collecte sur la plateforme. Voilà, donc ça sécurise d'autant plus le dossier pour les potentiels investisseurs issus de la plateforme. Alors, si je continue, Cédric, là, vous avez parlé des investisseurs actionnaires historiques. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur leur identité ou autre? Ouais, alors on va pas citer de nom, mais donc en fait, on a un groupe. En gros, on a deux groupes d'investisseurs. On a un groupe d'investisseurs qui sont en fait des médecins du domaine médical ou des entrepreneurs médicaux, on les appelait comme ça, qui sont soit des médecins dans les maladies infectieuses dont on parle, soit des médecins biologistes ou des patrons de labos de bio d'ailleurs. Voilà, donc on a cette catégorie-là d'investisseurs et on a une catégorie, on va appeler Friends and Family, entre guillemets, mais dans lequel on a quand même des gens qui ont fait des belles carrières d'entrepreneurs et pour certains dans le médical. Dans le dispositif médical en fait. Et donc voilà à peu près le panorama. Donc vraiment deux catégories ou trois catégories, on va dire une catégorie de médecins, une catégorie d'entrepreneurs privés, dont certains dans le médical et d'autres plus friends and family. Voilà. Et ce qu'on peut dire d'ailleurs qu'on a en fait depuis la première levée de fonds, on a un conseil d'administration dans lequel nous sommes administrateurs, mais on a aussi deux administrateurs complémentaires qui sont pour l'un un médecin spécialiste des hépatites et puis pour l'autre qui a une grosse carrière dans le médical et donc qui nous aide beaucoup à travers leurs conseils, leurs ouvertures de portes, leurs relations, leur réseau dans tous les domaines qui nous aident beaucoup depuis 2018. Voilà. Et eux participent à cette opération-là parce qu'ils nous ont vu travailler. Donc, c'est un grand merci à eux. J'en profite. Je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais voilà. Okay, merci. On va passer, on se rapproche de la fin. Donc, on va prendre les 2-3 dernières questions qui restent. Donc, je vais vous poser la question suivante, plutôt sur la propriété intellectuelle. Donc ça, vous en avez parlé dans les documents et informations qui sont disponibles pour les WISeeders. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les brevets, même toute la propriété intellectuelle au sens large, sous-jacente à Magia? Là, je vais répondre. Donc là, aujourd'hui, au compteur, il y a 3 brevets qui sont détenus par le CNRS, qui ont été licenciés via la SAT Initium à Magia avec une licence exclusive. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que du coup, ces brevets, en fait, ils viennent protéger en grande partie la cartouche via, en tout cas, les micro-aimants dans une première partie et le principe de détection sur lequel est reposé Magia, qui est en fait un principe de détection sans lavage là-dessus. Après, là, aujourd'hui, on s'est mis en ordre de bataille pour déposer cette année très probablement 2 autres brevets. Globalement, on s'est fixé le dépôt au minimum d'un brevet par an là-dessus. Et donc là, globalement, on a un brevet sur des mécanismes d'actionnement de la cartouche en cours et sur la partie toute analyse d'image et algorithmie qu'il y a derrière en lien avec la cartouche et le magnétisme qu'il y a derrière. Voilà. Ok, merci Paul. Une dernière question qui intéressera les investisseurs plus sur le retour d'investissement. Est-ce que vous pourriez nous avancer ou je sais pas, nous proposer des potentielles stratégies de sortie pour les investisseurs? Ouais, on peut en parler. En fait, c'est le domaine du point of care a été depuis
depuis pas mal d'années, l'objet, il y a eu beaucoup de transactions, enfin beaucoup, n'exagérons pas, mais il y a eu un certain nombre de transactions dans le domaine du point of care parce qu'il y a un intérêt pour les grands du diagnostic ou les grands de la microélectronique de rentrer sur ce métier un peu du diagnostic de terrain. Et donc, on a vu pas mal de transactions. Je crois qu'il y a eu un commentaire récemment. Là, j'ai essayé de répondre. J'ai donné quelques noms sur la plateforme. Donc, il y a des possibilités de sortie et d'exit sur probablement des… Nous, ce qu'on voit, c'est soit des entreprises de diagnostic qui n'ont pas forcément des solutions point of care à leur portefeuille de solutions de diagnostic, donc qui sont plutôt des gens qui font des équipements de labo, des choses comme ça. On peut avoir aussi une sortie sur la partie entreprise de microélectronique qui veulent rentrer dans le domaine de la santé, puisque, comme Paul l'a dit, il y a aussi des sujets pour nous de connectivité, de parcours patient. Donc, il y a des choses intéressantes à faire dès lors qu'on est un peu dans l'électronique. Il y a eu des transactions là-dessus. Et puis, il y a un domaine qui nous paraît aussi être possible, c'est une sortie avec des groupes de labos dont la stratégie a été vraiment de pousser fort sur la plateforme centralisée avec vraiment des satellites qui ne font que des prises de sang, je caricature, mais c'est un peu ça. Et qu'il y a quand même un souci de biologie délocalisée. Le Covid montre bien que d'être sur le terrain, ça peut améliorer le dépistage. Et donc, il peut y avoir une stratégie aussi de certains labos d'avoir dans leur portefeuille à la fois ce modèle de plateforme centralisée, mais aussi peut-être des solutions de biologie délocalisée. Donc, c'est pour ça qu'on les voit aussi plus comme des partenaires. Voilà, donc c'est un peu les quelques idées. En termes de timing, le marquage CE sera évidemment un jalon important, mais plus probablement, c'est l'attraction commerciale post-marquage CE qui sera un déclencheur de l'intérêt, en tout cas de grands groupes dans le domaine du diagnostic. Voilà ce qu'on peut dire sans Ok, parfait. Alors, il nous reste une dernière question et après on clôturera le live. Je vous la lis, une question de Gamma. Est-ce qu'il y a un service cloud pour les données? C'est pour Paul. Alors, oui, à terme. Donc, en fait, voilà, l'ambition on n'a pas trop parlé de ça, mais à terme, véritablement, c'est on se pose la question de savoir si cet outil-là, en fait, peut pas permettre d'œuvrer en gros pour structurer en fait les données épidémiologiques sur les principaux virus, alors VIH, VHC, VHB, mais aussi sur la partie sur d'autres, sur un syndrome respiratoire par exemple. Et donc du coup, clairement en fait aujourd'hui, ce dispositif, il est là pour l'instant, tout est stocké en interne. On a incorporé en fait pour une deuxième version, on a d'ores et déjà incorporé tout ce qui est données GPS et 3G, Wi-Fi et Bluetooth pour en fait pouvoir structurer des échanges de données et notamment vers un service cloud HDS, c'est-à-dire données de santé patient. Là, on a eu des premières discussions avec des fournisseurs de ces types de solutions. Et pour l'instant, on se donne encore un peu de temps pour passer l'industrialisation et toute la fin et toutes les parties cliniques pour ensuite embrayer sur la partie connectivité et la partie justement données patients qui sera, on va dire, la partie e-santé de Magia. Mais ça sera pour une prochaine levée de fonds. Ok, merci Paul. Alors, on va clôturer le live. Voilà, on se rapproche de la fin. Voilà, je vous laisse. Voilà, si vous avez des derniers mots pour les WeSeeders, je vous laisse la main et moi après je clôturerai un suivant. Ben, en tout cas, on voulait vous remercier pour l'intérêt que vous nous portez. Je pense qu'on est toute l'équipe ici, plus les 10 autres, là, serait très heureux de vous compter à bord sur ce tour de financement. Je pense que
clairement, là aujourd'hui, on a parlé du VIH, des hépatites virales. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que l'ambition, elle est clairement, elle va au-delà. Nous, on a l'habitude de se positionner comme une petite équipe entrepreneuriale pragmatique, mais ambitieuse. Et donc, du coup, voilà, j'espère qu'on aura pu vous donner un petit avant-goût de notre projet qui n'en est qu'à ses balbutiements au final. Ok, merci à tous les quatre pour votre présentation et pour vos réponses. Merci aux WeSeeders présents en direct. Pour ceux qui regardent le replay, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire. Voilà, Cédric, Sarah, Cécile et Paul se feront un plaisir d'y répondre comme ils l'ont fait jusqu'à présent. J'espère que j'ai oublié personne. Voilà. Et le replay, voilà, si jamais certains ont raté le début, sera disponible normalement dès demain. Et voilà, je vous invite à consulter l'espace commentaire et l'espace news dans les semaines à venir, avec de belles news qui devraient arriver. Voilà, merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.